Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une force qui régit nos vies, qu'on le veuille ou non, l'économie. On va décortiquer ensemble les grands principes qui expliquent au fond pourquoi le monde fonctionne comme il le fait. Alors on va commencer par une question toute simple que tout le monde s'est forcément déjà posée. Et cette question, aussi basique qu'elle paraisse, c'est en fait le point de départ de toute la science économique. Et oui, cette interrogation nous amène directement au cœur du sujet, au défi numéro 1 que toutes les sociétés, et même chacun d'entre nous, doivent relever en permanence. C'est ce qu'on appelle le problème économique fondamental. La réponse à notre question, elle tient en un mot vraiment puissant, la rareté. En fait, s'il y a une science économique, c'est tout simplement parce que nos désirs, eux, sont infinis, alors que les moyens de les satisfaire, eh bien, ils sont limités. C'est ce décalage, ce conflit permanent qui est au centre de tout. Quand on parle de ressources, on parle de tout ça, ce que les économistes aiment bien appeler les facteurs de production. Qu'il s'agisse des minéraux qu'on trouve sous terre, des heures disponibles dans une journée de travail ou des machines dans une usine, et rien de tout ça n'est illimité. C'est un fait. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on voit comment ce simple concept de rareté déclenche une véritable réaction en chaîne, une cascade de décisions et de conséquences. Cette logique, elle est absolument partout. Un gouvernement, par exemple, doit choisir, est-ce qu'on construit plus d'hôpitaux ou plus de routes? Quelqu'un doit décider, est-ce que je mets de l'argent de côté ou est-ce que je pars en vacances? La rareté nous oblige à choisir. Et chaque choix, comme on va le voir, a un coût caché. Et voilà le point crucial, le concept à vraiment retenir, le coût d'opportunité. Le vrai coût d'une décision, ce n'est pas seulement l'argent qu'on dépense, c'est la valeur de la meilleure option à laquelle on a renoncé. Par exemple, si on choisit d'aller au cinéma, le coût, ce n'est pas que le prix du billet, c'est aussi le plaisir qu'on aurait eu à lire ce livre passionnant qu'on a laissé de côté. C'est ça, le coût d'opportunité. Finalement, si on met tout ça bout à bout, la rareté, le choix et le coût d'opportunité, on arrive à la définition même de la science économique. C'est la science qui étudie comment on alloue des ressources qui sont, par définition, limitées pour essayer de satisfaire des besoins qui, eux, ne le sont pas. Bon, une fois qu'on a bien compris ce problème de rareté, une autre question arrive tout de suite. Quelle est la meilleure façon de s'organiser pour y faire face? Et là, on touche à l'un des plus grands débats de toute l'histoire de la pensée économique. Pour simplifier, on a deux grandes écoles de pensée qui s'affrontent. D'un côté, il y a l'école classique, avec Adam Smith comme figure de proue, qui dit en gros « laissez faire le marché ». L'idée, c'est que le marché, par le jeu de l'offre et de la demande, s'autorégule de la manière la plus efficace possible. Et de l'autre côté, on a l'école keynésienne qui pense au contraire que l'État doit intervenir activement pour corriger les bugs du marché et pour soutenir l'activité économique, surtout en période de crise. D'accord, on a le problème, on a les grandes idées. Mais maintenant, regardons qui, concrètement, sont les joueurs sur le terrain. Qui prend toutes ces décisions économiques au quotidien? Pour y voir plus clair et pour mieux comprendre comment tout ça interagit, on a l'habitude de regrouper tous les individus et toutes les organisations en 3 grandes familles d'acteurs économiques. On peut voir ça un peu comme une pièce de théâtre, avec 3 types de personnages. D'abord, il y a les ménages, dont le rôle principal est de consommer en utilisant leurs revenus. Ensuite, les entreprises, qui, elles, produisent les biens et les services que les ménages vont acheter. Et enfin, il y a l'État et les administrations, qui fournissent des services essentiels comme la sécurité ou l'éducation, et qui se financent grâce aux impôts et aux cotisations de tout le monde. Et pour terminer, il faut savoir que, pour analyser les choix de tous ces acteurs et le fonctionnement du système, les économistes utilisent 2 angles de vue, un peu comme 2 zooms différents. On n'a donc que 2 manières de regarder l'économie. Il y a la microéconomie. Là, c'est comme si on prenait une loupe. On va s'intéresser de très près au choix d'une personne, à la stratégie d'une seule entreprise, au fonctionnement d'un marché bien précis. Et puis, il y a la macroéconomie. Là, on prend de la hauteur, c'est comme si on regardait la Terre depuis l'espace. On observe les grands phénomènes qui touchent tout un pays, la croissance, l'inflation, le chômage. Et voilà, du problème de la rareté aux grands acteurs, en passant par les visions qui s'opposent, on a maintenant une sorte de boîte à outils pour mieux comprendre les conversations et les débats sur l'économie qu'on entend tous les jours. On va se quitter sur une dernière question, une question qui reste ouverte. Entre la vision classique du marché roi et la vision keynésienne de l'État régulateur, laquelle de ces 2 grandes idées semble le plus dessiner le monde dans lequel on vit aujourd'hui? La réponse n'est évidemment pas simple et elle continue de s'écrire chaque jour au rythme des grandes décisions économiques mondiales.